Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour ce nouveau Café de la Marine. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Gilbert. Alors que l'ambiance hivernale se fait plus piquante en Bretagne, sous le soleil de Martinique, le rideau va bientôt tomber sur la Transat Jacques Vabre, dont les arrivées ont eu lieu dans un contexte tendu. On va revenir sur le palmarès dans les différentes séries, mais on va surtout décrypter avec un acteur de l'ombre la magistrale victoire de Gitana dans la catégorie ultime. Il est habituellement équipier à bord du Maxi Trimaran, mais cette fois il a vécu confiné à Lorient en compagnie de l'Américain Stan Honey. Au rythme des fichiers météo, pour guider Franck Camas et Charles Caudrelier vers la victoire, Erwan Israël, qui est routeur du trimaran groupe Edmond de Rothschild, est avec nous. Bienvenue, bonjour Erwan. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors comme vient de le dire Pierre-Yves, tu étais confiné, tu as passé plus de 15 jours à décrypter des fichiers météo 24 heures sur 24. On finit un peu aussi cramé, peut-être après une transat comme ça à terre. Alors ouais, c'est fatigant, moins que sur l'eau, hein, honnêtement. Mais le début était fatigant parce qu'il y avait beaucoup de choix stratégiques, beaucoup de petits temps. Et puis on va dire que la deuxième semaine était un peu plus calme. On pouvait sortir un petit peu de temps en temps, prendre l'air. C'était un peu plus sympathique. Mais l'exercice est très intéressant. Alors la cellule de routage de l'équipe Gitana a été constituée de toi, de Chris Bedford et de Stan Honey. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Stan, parce que c'est une légende de la voile. Quand même. C'est quand même c'est pas n'importe qui. Hein. C'est complètement une légende de la voile. C'est en fait il a été navigateur sur la Volvo avec le succès que l'on connaît sur ABN AMRO. Il m'a raconté 1 milliard de transpacifiques qu'il a fait en double avec sa femme. Il a même bidouillé un pilote automatique à l'époque, ça devait être il y a 20 ou 30 ans, avec son ordinateur portable sur le bateau. Il arrivait déjà à faire des pilotes et il arrivait à battre les mêmes bateaux en équipage. Donc en double avec sa femme, il les battait grâce à leur pilote automatique, leur logiciel de routage qui bidouillait avant Deckman. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable et c'est grâce à lui que sur la Coupe de l'Amérique et autres, on a les incrustations virtuelles de la vitesse du bateau, de l'angle du vent, les lines. Enfin, voilà, c'est lui qui a inventé tout ça. Il est fabuleux. Et il était aussi lors du Jules Verne avec Groupama 4, avec Groupama 3, pardon, avec Franck Camas lors du Jules Verne victorieux. C'est un routeur, c'est un spécialiste de la météo et c'est un entrepreneur. Comment vous fonctionnez? Raconte-nous ce que c'est que la vie d'une cellule de routage. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous relayez, c'est une organisation très militaire. Hein. Alors, c'était pas forcément des quarts bien standardisés avec on change à telle heure. C'était assez rapidement. En fait, on était tous les deux fatigués parce qu'il y avait des choix météo très compliqués au début avec du petit temps. Et on a essayé de se laisser dormir un peu plus longtemps. Donc, si l'un pouvait tenir 5 ou 6 heures la nuit, il laissait l'autre dormir. Donc, c'était pas si militaire que ça. Par contre, à chaque fichier météo, on essayait d'être tous les deux bien réveillés pour prendre les décisions ensemble. Et puis, quand après, il y avait moins de décisions à prendre, on pouvait laisser l'autre se reposer, prendre un petit peu l'air, essayer de toujours être bien serein dans les décisions, qu'il y en ait un des deux qui soit toujours bien frais et disponible. Alors justement, les marins ont été très sollicités sur le qui-vive parce que tu l'as dit tout à l'heure, la météo était complexe avec du petit temps le long des côtes de Bretagne, la traversée de la dorsale aussi dans le golfe de Gascogne était un peu à générer du stress sans doute. Eh bien, à terre, ce n'était pas forcément de tout repos. On va découvrir votre fonctionnement dans un petit sujet qui a été tourné par le talentueux Yann Rioux, qui est le médiaman de l'écurie Gitana. En fait, on est à 5 minutes de la base à Lorient, tout près du port. On est enfermé dans la maison, on vient nous livrer à manger. C'est une vie un peu bizarre, des fois on ne sait plus si on est le matin, le soir. On prend le petit déjeuner à 14h ou le repas au milieu de la nuit. Donc on dort ici, on est là 24 sur 24 avec les ordinateurs connectés. One or two days before approaching Sao Pedro. Notre vie ici, c'est que 2 fois par jour, on a les modèles qui sortent. Donc à chaque fois, on est tous les deux sur le pont à ce moment-là. On expertise beaucoup mieux les fichiers, on a plus de temps, on a un internet haut débit, donc on peut regarder les cartes dans tous les sens et il y a des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention en mer parce qu'on est crevé et on ne peut pas les voir. Et là, clairement, déjà on est à 2, donc on discute. And so as far as we're concerned, it's just more grunt to the wind. Yeah, sure. So the boat goes faster. Dès qu'on a des doutes, qu'on voit des petites choses, hop, on communique. Et puis moi, j'apprends de Stan aussi, qui m'apprend des choses. Clairement, c'est très, très enrichissant.
Yeah, this is the first time I've ever done off-the-boat routing. I've always been on board the boat as the navigator. You know, spent almost my entire life sailing offshore, you know, before I was a teenager. You know, in the Volvo and the Jules Verne and about 50 transoceanic races, but this is the first time I've been off the boat. You have time to check a little bit the website? No, I will do that. We have time. Oui, on fait tout en anglais. Donc même moi, quand je parle à Franck et Charles, je communique en anglais par chat. Et puis, c'est en anglais parce que si Stan il va relire les choses derrière, il a besoin de pouvoir comprendre. Mais c'est vraiment que de la communication par chat. Ils sont satisfaits de la manière dont on travaille parce qu'ils ne remettent jamais en cause nos choix. Belle stratégie des routeurs. Ils sont deux, Erwan Israël et Stan Honey, et ils ont fait une route parfaite. Ils nous donnent cette avance. Erwan, on voit dans le sujet que vous communiquez jamais en direct avec Franck et Charles. C'est une volonté, c'est parce que vous devez, comme vous vous exprimez par écrit, il faut simplifier les propos et les échanges, ou est-ce que c'est simplement c'est plus pratique? Ouais, je pense que c'est la nouvelle technologie. Maintenant, c'est beaucoup par chat. Ça laisse une trace écrite, donc ils peuvent relire. Et puis, comme ils sont deux, des fois, ils n'ont pas forcément le temps de se transférer les informations. Donc, quand il y a un changement de quart, ils peuvent relire la conversation, comprendre les choix qu'on fait. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls à fonctionner comme ça. Hein, toutes les équipes le font. Puis il y a une forme d'art de la synthèse. Voilà. Oui, des fois on fait des croquis aussi par chat, on peut envoyer des photos, des explications, et puis des fois c'est juste des petites phrases directives. Par contre, ils ont eu un petit coup de chaud quand la propulsion du moteur s'est bloquée, ce qui risquait de les priver d'énergie. Donc là, vous avez eu des contacts téléphoniques? C'est exact, c'est la seule fois où j'ai eu Franck en l'occurrence au téléphone parce qu'il était à la barre et il ne pouvait pas lâcher la barre parce qu'on n'avait plus le pilote automatique. Charles était en train d'essayer de réparer le moteur, donc c'est la seule fois où je les ai eus au téléphone pendant la course. Alors, vous leur proposez justement, avec Stan, vous leur proposez des trajectoires, des tableaux de marche, éventuellement, comme tu dis, des croquis. Ils étaient dans l'exécution ou bien parfois ils ont négocié parce qu'on sait que Franck est quand même très féru, Franck Hamas, très féru de navigation. C'est des gros clients quand même. Oui, je redoutais un peu. C'était la première fois, oui. Charles aussi est un gros client en navigation. Et on va dire qu'il y a eu deux parties. La première partie, j'ai eu le sentiment de l'extérieur qu'ils étaient complètement crevés. On les a beaucoup sollicités, on a fait énormément d'empannage. En fait, ils répondaient jamais à nos messages pratiquement, ils exécutaient les ordres, j'étais très surpris. Et puis la deuxième partie, à partir du poteau noir, en fait, quand on a passé la première entrée dans le poteau noir, on a eu du petit temps, ils sont bien reposés à ce moment-là. Et plus ça allait, plus ils commençaient à négocier, il fallait argumenter un peu plus nos choix. À quel moment ça se joue dans la course au Cap Finistère? Groupe Edmond de Rothschild est second, et puis il y a une prise de pouvoir à ce moment-là, et puis au niveau de Madère, je crois, hein. Oui. Puis ensuite vous n'avez plus quitté la tête de la course. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'il y a un coup particulier? Est-ce qu'il y a un moment particulier ou c'est la vitesse pure du bateau? Alors, je pense que Franck et Charles ont vraiment été impressionnants à partir du Cap Finistère. Le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on avait un début de course stressant avec la dorsale. Il y a un bateau aurait très bien pu prendre la poudre d'escampette. Et donc, on s'en sort bien et on est deuxième. Et j'ai l'impression, clairement, de l'extérieur, c'est que cette position, elle leur convenait pas du tout. Et là, ils ont attaqué, ils ont barré beaucoup, je voulais qu'ils se reposent. Et ils ont fait le forcing pour prendre la tête et ils ont doublé Sodebo en vitesse pure. À ce moment-là, au Cap Finistère, il n'y avait pas beaucoup d'options. Et après, on a réussi à creuser l'écart entre le Cap Finistère et Madère. C'est un peu là que ça s'est joué parce qu'on avait un bateau rapide dans ces conditions. On a fait les bons empannages. Sodebo, malheureusement, a tapé. A eu leur souci de foil. Donc, c'est là que ça s'est joué parce qu'après, finalement, la météo a fait que c'est parti globalement par devant. Voilà. Le poteau noir a quand même été un peu chaotique, du moins à l'aller. J'imagine que vous craigniez de voir les adversaires revenir. On se souvient que Bank Pop a fait un joli rapproché qui lui a permis même de ravir la seconde place dans le moment à Lazartigue de François Gabard. Et de votre côté, même avec un matelas d'avance de 300 000, avec ces machines, rien n'est jamais joué. 300 000, c'est rien du tout. Enfin, c'est une 10-12 heures si on est arrêté devant. Et ça a été un vrai cas de conscience, ce poteau noir, parce qu'on était donc aidé par Chris Bedford, qui est un vrai météorologiste, et il nous disait clairement que les modèles météo ne voyaient pas bien la situation du tout. Donc, c'était même pas la peine de parler de prévision à ce moment-là. Donc, nous, on avait le problème, est-ce qu'on contrôle un petit peu les autres ou est-ce que de toute façon, c'est le poteau noir, c'est aléatoire, il faut foncer. Et donc en fait, on a quasiment pas contrôlé. On a fait un bord d'1h30 vers l'ouest pour contrôler les autres et puis on a foncé dans le sud. Et il s'est avéré qu'on a eu un gros coup de chance parce que on est entré au meilleur endroit pour le poteau noir et donc on a gardé nos 300 000 d'avance au début
là où on s'attendait à en perdre beaucoup. Donc ça a été certainement beaucoup de réussite à ce moment-là. Alors justement, au final, donc, même s'ils ont avoué avoir eu un peu de stress sur la fin, ces deux marins arrivés au sein du team Gitana en 2019 ont signé une victoire magistrale après 16 jours, 1h45 minutes. Eh bien, on va revoir un peu les images de leur arrivée en Martinique. Une victoire magistrale. Le Maxi Edmond Rothschild a mené la course de bout en bout. Il remporte la Transat Jacques Vabre dans la catégorie ultime. On est assez content de cette course. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs, le bateau s'est bien comporté, assez fiable. La confiance est montée de jour en jour et puis après avec l'avance, on avait hâte d'arriver le plus tôt possible évidemment qu'on est devant. Franck Hamas et Charles Caudrelier ont attendu que le soleil brille pour pointer les étraves bleues de leur ultime vers le rocher du Diamant et franchir en vainqueur la ligne d'arrivée dans la baie de Fort-de-France. Une arrivée un peu tendue pour le duo. On a juste eu du stress effectivement, surtout moi hier, j'aime pas ça quand les autres reviennent. Je suis plus nerveux que Franck là-dessus. Mais moi, je suis nerveux mais de l'intérieur, ouais, il le montre moins. Le public venu nombreux a fêté les deux marins. Ils totalisent désormais à eux deux 7 victoires dans la Transat Jacques Vabre. Oui, joli score. Erwan, même quand on est à terre et tout, j'imagine on est soulagé, un peu ému aussi de les voir arriver. Ouais, complètement. C'était la première fois que je l'ai routé et il y avait quand même de la pression. Tout le monde parlait des favoris. Effectivement, je pense que si on regarde le package global du potentiel du bateau et de l'exploitation du potentiel par leur skipper, ils étaient sans doute encore un peu au-dessus des autres, parce que les autres bateaux étaient neufs. Mais bon, voilà, fallait pas faire d'erreur. Et puis bon, manifestement, ça s'est bien passé, mais c'était de la tension. Alors Pierre-Yves, justement, ces deux marins qui avaient le statut de favoris et qui sont des stars de la course au large, mais qui se connaissent depuis très longtemps. Donc ils ont confirmé leur talent sur le bateau qui est un peu le bateau de référence pour le moment. Mais cette victoire, c'est aussi l'aboutissement d'un travail un petit peu de longue haleine et assez avant-gardiste, non, chez Gitana. Je crois qu'il faut rappeler que c'est des bateaux totalement hors normes, vraiment qui n'existent quasiment nulle part ailleurs qu'en France. C'est des bateaux qui réclament des temps de développement extrêmement longs et donc il y a une prime presque naturelle aux équipes qui travaillent depuis très longtemps sur ces bateaux-là. Les temps de mise au point, de développement, je crois que Gitana a changé ses appendices encore quelques semaines avant le départ, si ce n'est moins. Donc on sait que c'est des bateaux qui réclament beaucoup de moyens mais aussi beaucoup de temps et beaucoup de temps passé sur l'eau à acquérir de la donnée et à les faire marcher. Et Gitana aujourd'hui est l'ultime, presque le plus ancien mis à l'eau, oui, à l'exception de 4 ans maintenant. C'est 2017. Hein. 2017. Voilà, il y a des ultimes un tout petit peu plus vieux, mais c'est la même équipe depuis longtemps, qui le développe avec beaucoup de constance et beaucoup d'énergie. Et puis effectivement, comme tu le disais, on a un duo qui est exceptionnel. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut naviguer longtemps et sans parler avec Franck Hamas, c'est Charles Caudrelier. Ils s'entendent très très bien et on les voit à l'œuvre sur cette course-là. Et c'est effectivement la victoire de la maturité. Alors justement, Erwan, toi tu as dit que c'était la première fois que tu les routais parce que tu fais partie aussi de l'équipe. Il faut préciser que tu es navigant aussi sur le groupe Edmond Rothschild. À l'arrivée, ils ont salué vraiment votre prestation parlant d'un routage sans faute. Ça fait plaisir. Oui, sans faute, je sais pas. Je pense que notamment moi, j'ai fait une faute à Ouessant. On aurait peut-être eu la possibilité de passer au vent et puis on a eu du refus, on avait peur de faire de virement, on a préféré contrôler les autres et il s'est avéré que c'était une erreur. Et non, ils ont été gentils parce que ça s'est bien passé, mais des fautes, en fait, on en fait toujours, on les voit pas forcément. Mais s'il y avait eu des bateaux plus au contact, certainement, on aurait pu voir des petites erreurs de trajectoire. Donc le principe de ces courses-là, c'est d'en faire le moins possible et d'être le plus constant possible. Alors, Pierre-Yves, dans cette classe ultime, il y a eu aussi un joli match entre le duo Gabard-Laperche sur groupe SVR Lazartigue et puis le binôme Lecléache-Escoffier de Banque Populaire. Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on parlait de la victoire de la maturité pour parler de Gitana, et en fait, les deux autres bateaux sur le podium, c'est des bateaux extrêmement récents. Donc, notamment celui de François Gabard qui avait été mis à l'eau en juillet. Voilà, et Banque Populaire a été mis à l'eau en avril, si je me souviens bien. Ouais. Donc pour le coup, ça fait très très peu de temps de développement. Alors il y a la météo qui a beaucoup joué en faveur de la capacité des bateaux à terminer, mais il y a aussi, je pense, une forme de maturité un petit peu aussi de la classe et des architectes et des équipes qui développent ces bateaux-là. Donc c'est plutôt effectivement bon signe que tous les ultimes au départ
soit à l'arrivée, et ça augure plutôt de très très belles bagarres à venir sur les prochaines compétitions. Oui, Erwan, c'était important aussi. Donc, il y a eu cette mésaventure, tu l'as dit tout à l'heure, pour Thomas Coville et puis Thomas Rouxel qui ont tapé. C'est le risque avec ces bateaux-là, et les autres aussi d'ailleurs, mais qui ont tenu à terminer. Ils ont terminé 5e derrière Actual. Donc, c'était important que la famille ultime soit au complet, parce qu'on se souvient que la route du Rhum avait quand même été dure. Oui, la Bresse Atlantique, il y avait eu beaucoup de défaillances dans les appendices. C'est pas comme de la Formule 1. La course au large, on ne casse pas des ailerons, on les change pour le lendemain ou presque. Là, nous, on n'a pas forcément souvent la possibilité de s'entraîner dans de la grosse mer, comme dans l'Atlantique Sud ou les océans du Sud. Les casses, elles surviennent souvent pendant les courses où on pousse à 200% le bateau. Donc tout ça, c'est compliqué. Les efforts, les foils, ils portent le bateau. Il y a plus de 20 tonnes d'efforts dans les foils. Donc tout ça, ça demande du temps. Les bateaux volants, c'est assez récent. Au large, c'est Gitana qui a initié ça. On avait peine à imaginer ça il y a pas si longtemps. Exactement, donc ça demande du temps. Et puis voilà, tous les architectes et les équipes travaillent pour fiabiliser au mieux. Et là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que je pense que personne n'aurait imaginé que les bateaux finissent en si bon état. Voilà. Alors cette Transat, elle réunissait 79 binômes répartis dans 4 séries en lice sur des parcours différents. Il y a eu de belles bagarres à tous les étages, mais en Ocean 50, les multis de 50 pieds, Sébastien Rogues, épaulé par le jeune Vantais Mathieu Souben et aidé au routage par Julien Villon, eh bien, ils ont vraiment signé une très belle victoire. Ils ont même eu les honneurs de la ligne, c'est la cerise sur le gâteau, c'était dû au parcours. Pierre-Yves, ils ont un petit peu déjoué les pronostics. Oui, personne ne les mettait vraiment aussi haut sur le podium, en tout cas en tête de la course. C'est le plus vieux bateau de la flotte, c'est le plus vieux Ocean 50. Exact, à l'époque où il s'appelait les Multi 50, c'était au tout début, c'était le Multi 50 actuel et qui a plus de 10 ans. Donc c'est le signe quand même que les bateaux vieillissent bien. Les bateaux dans la classe vieillissent bien. Ils ont été upgradés progressivement. Et puis je crois qu'ils font une très très belle course avec assez peu d'erreurs et avec... peut-être qu'Erwan pourra confirmer une future star du routage qui est Julien Villon, qui gagne la Transat AG2R cette année et qui ensuite route victorieusement le bateau en multi 50. Voilà. Oui. J'ai eu l'occasion de naviguer avec Julien sur des Tours de France à la voile et c'est un super marin, ça c'est sûr. Ouais. Tout ça, c'est une bande de jeunes trinitains, vantais, qui ont été formés aussi par Daniel Souben. Il y avait aussi une très très belle série, c'était la série des IMOCA qui était très étoffée. Et alors là, 3 bateaux ont dominé vraiment les débats. Linked Out, Apivia, c'est pas une surprise, et puis Charal. Et finalement, c'est le binôme Thomas Ruyant et puis Morgan Lagravière qui s'est imposé vraiment avec la manière. C'est la première grande victoire de ce plan Verdier qui était optimisé, qui avait sa version 3 des foils. Pierre-Yves, un petit peu les clés de cette victoire de ce binôme. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. C'est 2 marins qui ont d'abord animé le Vendée Globe et qui ont beaucoup appris en naviguant sur leur bateau sur le Vendée Globe, qui connaissaient du coup par cœur leur bateau. Thomas en particulier avait quand même un goût de revanche. C'est vrai, oui. Il a été malchanceux sur le Vendée. Voilà, il est finalement au classement général. Après les compensations, il est 6e du Vendée Globe, donc c'est un peu le grand perdant de cette affaire. Charlie voulait conserver son titre, prendre aussi sa revanche sur le Vendée Globe où il finit premier, mais est classé 2e. Ouais. Donc Charlie et Paul Meillat étaient un peu les favoris. Ils étaient les grands favoris, mais je crois que l'alliage entre Thomas Ruyant, qui est un marin extraordinaire, sans faire beaucoup de bruit, Mini Transat, Route du Rhum en classe 40, Transat AG2R, et maintenant Transat Jacques Vabre en IMOCA, ça commence à peser lourd dans un palmarès. Et puis associé avec Morgan Lagravière, dont on connaît la capacité à faire glisser les bateaux tout au feeling, mais là je pense qu'Erwan là aussi pourrait nous en parler parce que c'est l'un des barrages de Gitana, quoi. Voilà, mais justement Erwan, toi tu le connais bien parce qu'il est aussi au sein du team Gitana et il risque de repartir avec vous sur le Jules Verne si vous pouvez partir cet hiver, parce que l'intention c'est d'enchaîner, mais il y a du feeling, il aime la glisse, Morgan. Oui, tu pratiques toutes sortes de bateaux volants, etc., du kite. Kite à foil. Kite à foil, etc. Et non, mais c'est un super barreur. Je suis pas étonné. Alors moi, j'ai pas pu suivre honnêtement les autres classes précisément. J'ai vu qu'il y a eu une petite erreur de navigation, je crois, d'Apivia, mais je suis pas étonné qu'ils étaient rapides parce que Morgan, il sait faire vraiment bien avancer les bateaux. Il est spécialiste pour ça. Thomas, il commence à avoir une belle expérience en IMOCA aussi, donc c'était vraiment pas une surprise de les voir devant.
Vraiment, on les a sentis très complices. Enfin, ils ont dit qu'ils n'ont pas ménagé leur bateau. Ça ne nous étonne pas et qu'ils ne se sont pas ménagés non plus. En tout cas, belle victoire. Pierre-Yves, en classe 40, il y avait un très joli plateau aussi avec de nouveaux protos. Effectivement, la classe 40 est une classe où il y a beaucoup de nouveaux bateaux. C'est une classe en effervescence complète, hein. Il y avait 45 concurrents au départ. La victoire revient, comme très souvent cette année, à Antoine Carpentier, qui était associé à Pablo Santourde, qui est un équipier espagnol qui n'est pas forcément très connu en France, mais qui commence à avoir, et en particulier en classe 40, un palmarès long comme un jour sans pain. Donc il gagne sur Redman. Il devance d'une heure le duo suisse Valentin Gauthier et Simon Coster sur Banque du Léman. Eux aussi, on les attendait au rendez-vous sur cette course-là. Et puis, avec beaucoup plus surprenant, les troisièmes, qui sont Jérémy Mion et Cédric Château sur Sifrigo. Alors là, un coureur olympique qui n'avait jamais traversé l'Atlantique de sa vie, un entraîneur normand qui, même s'il a beaucoup navigué, a peu d'expérience au grand large. Et ils font une course incroyable qui les amène sur le podium avec un finish où une dizaine de bateaux finissent en moins d'une douzaine d'heures. Donc c'était vraiment une course exceptionnelle pour la classe 40. Ouais, c'était très homogène. On avait reçu ici Amélie Grassi qui venait de mettre son bateau à l'eau. Elle a signé, elle était épaulée par Marie Rioux. Elle a signé une très belle 9e place. Alors l'actualité, c'est aussi parce qu'il se passe des choses sur nos côtes bretonnes. C'est aussi le trophée Jules Verne et avec le maxi trimaran Sail of Change skippé par Yann Guichard qui est dans les starting blocks en attente de la fenêtre idéale. On pensait que c'était la semaine passée, on pensait que c'était cette semaine et à chaque fois ça a été reporté. Alors, parce que justement le routeur qui est Jean-Yves Bernot estimait que la situation n'était pas vraiment parfaite, enfin pas idéale sur l'Atlantique Sud. Erwan, justement, chez Gitana, vous avez l'intention de repartir sur ce Jules Verne parce que l'an dernier, vous étiez parti, vous avez dû abandonner à l'entrée des mers du Sud alors que vous étiez dans les temps. Oui, là pour le coup, on avait une belle météo. Malheureusement, on a cassé, donc on n'a pas pu aller plus loin, mais potentiellement en Australie, on aurait eu pas mal d'avance. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis auparavant, on avait fait une première tentative, on avait arrêté pour le coup à cause de la météo. Donc je compatis vraiment avec Spindrift parce que les stand-by sont très très compliqués en termes de météo. Enfin, on fait des prévisions ou des estimations sur 8-10 jours. On essaie de savoir à quel temps on va passer à Capton, au Cap de Bonne-Espérance. Donc les aléas de la météo sont très très compliqués. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit routage et je pense qu'ils ont bien fait de ne pas partir la semaine dernière. Voilà. Et justement, il faut dire que le record à battre établi par Francis Joyon et ses hommes en 2017 sur IDEC, il est de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Donc c'est pas facile à décrocher. Non, c'est très très compliqué. Et les bateaux volants gagnent du temps sur l'Atlantique, mais dans l'hémisphère sud, c'est la météo qui fait que. Et puis Joyon avait fait une trace directe dans l'Indien Pacifique absolument incroyable avec je crois que c'était un bord direct quoi. Ouais, bord à mur du Brésil en Australie quasiment quoi. Alors on vous suivra peut-être justement sur ce tour du monde cet hiver, puisque le bateau il arrive, Gitana, il rentre et il sera là dès ce week-end à Lorient, dès vendredi. Vous pourrez suivre toute cette actualité bien sûr sur les pages voiles du Télégramme, sur le site Planète Voile. N'hésitez pas à charger l'actu, parce que l'actualité c'est aussi le salon nautique qui ouvre ses portes ce week-end après une année blanche pour cause de pandémie. Et puis regardez aussi la semaine voile du Télégramme qui, dans son numéro 58, revenait sur la Transat Jacques Vabre. Et puis, sur le marin de l'année, il faut voter pour le marin de l'année. Le choix est difficile. Alors, Pierre-Yves, toi aussi, ton actu, c'est que, outre la lettre hebdomadaire de Tip & Shaft, qui est toujours très attendue, vous lancez une plateforme de vidéo. Et exactement, merci Gilbert de me lancer là-dessus. On lance une plateforme vidéo qui s'appelle Sailors, qu'on a lancée le 1er décembre, qui est une plateforme de vidéo à la demande où il y a plein de documentaires, de films sur la voile de compétition. On a l'ambition de faire un petit peu le Netflix de la voile avec plein de guillemets. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Ça coûte pas très très cher, ça coûte 6 € par mois ou 60 € par an. Bon, on souhaite bon vent à cette plateforme. Merci en tout cas pour ta contribution à ce café. Erwan, donc le bateau, je l'ai dit, va rentrer. Il va être checké et très vite, vous allez vous mettre en stand-by. Oui, bien sûr. Là, il a fait un aller-retour, dans Transat aller-retour. Donc, il faut tout checker, il faut vérifier pièce par pièce. Et puis, je crois que le stand-by est prévu pour la Noël à peu près.
Donc ce sera peut-être pas Noël à terre, mais on imagine que ça doit te faire aussi plaisir de barrer ce bateau que Franck et puis Charles ont freiné parfois pour pas qu'il aille au-delà des 40 nœuds. Ils ont freiné un peu au Brésil, mais il fallait quand même garder de l'avance parce qu'il y avait des incertitudes à la fin, donc on a plutôt été rapide. Mais merci Erwan, en tout cas, bon vent. Merci à Arnaud et Antoine à la réalisation. Merci aux équipes de la Cité de la Voile. Et nous, on se retrouve dans 15 jours ici à la Cité de la Voile avec Virginie qui sera de retour. Bye bye.